Salut Franck, salut à tous. Salut César, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Warren Buffett et de Berkshire Hathaway. Est-ce que c'est la fin de Warren Buffett? C'est la question qu'on s'est posée avec Franck et à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui en parlant un petit peu de sa vie et surtout de la taille de Berkshire Hathaway parce qu'en effet, on regardait avec Franck, c'est une boîte qui est devenue un mastodonte de plus de 1000 milliards. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent tenir les performances qu'ils ont fait? Puisque si je dis pas de bêtises, Franck, je crois que Warren Buffett avec Berkshire a fait 19,5% annualisé sur plus de 60 ans, ce qui est tout simplement sans précédent. Ouais, sur 60 ans, bah ouais, c'est deux fois la performance du S&P sur la période. Donc sur 60 ans, bah, je pense que c'est le plus grand track record en termes de longévité et de performance. Donc exceptionnel. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, son acolyte de toujours, Charlie Munger, est décédé. Lui a dit qu'il allait prendre un petit peu de recul, mais c'est aussi normal par rapport à l'âge qu'il a. Il est revenu souvent sur les performances récentes de Berkshire Hathaway en disant qu'aujourd'hui il conseillerait plus nécessairement à ses enfants d'essayer d'investir comme lui, parce que ça reste compliqué à moins d'être déjà dans Berkshire qui est devenu cher, et de passer par le S&P 500. Est-ce qu'aujourd'hui, Berkshire, première question, peut continuer de surperformer le S&P 500? Ah bah ça, c'est tout un défi, mais c'est compliqué. Les très gros de sa performance, il l'a fait quand il était plus petit. Donc là, à 1000 milliards de capis, t'es quand même sur des niveaux extrêmes. Tu dois être dans le top 10 des plus grosses boîtes cotées au niveau mondial. C'est quand même compliqué. Là, pour faire des gros retours, il va falloir que tu fasses des très grosses acquisitions qui créent beaucoup de valeur. Donc c'est un challenge très important, d'autant plus que maintenant, ce sera plus lui qui va gérer tout ça, tous les capitaux. Ça sera Greg Harbel, donc le nouveau CEO. Donc gros défi, donc défi de taille et défi en plus de management et de d'allocation du capital pour son successeur. Donc il y a beaucoup de questions. Ouais, on le disait un petit peu en off, et je trouve que c'est peut-être intéressant que tu le rappelles. Tu disais, en fait, Berkshire Hathaway, c'est pas simplement un investisseur, ils sont assez opérationnels dans la manière où ils vont aider à la réorganisation des boîtes. Est-ce que ça, tu peux en dire un petit mot? Ouais, mais souvent les investisseurs, surtout les investisseurs boursiers, voient Warren Buffett comme le champion de la bourse. Il faut pas oublier que Warren Buffett, avant tout, c'est quelqu'un qui a acheté des entreprises complètes, qui les a intégrées et après et il a piloté après l'allocation de capital de ces entreprises au sein de son conglomérat. Donc ça, nous, à titre particulier, c'est impossible de faire ça. Donc c'est de la bourse. Certes, il est très bon pour acheter des entreprises, des parts d'actions, donc des parts d'entreprises via des actions en bourse, mais c'est aussi quelqu'un qui gère des entreprises, qui gère des hommes et qui pilote ça d'une façon de très haut vol. Ouais, puis on l'a vu pendant la crise des subprimes, il a pu, à travers son nom et la confiance que les marchés lui apportaient, venir au secours de grosses banques en ayant des taux d'intérêt finalement ou des taux d'emprunt très importants de par son seul nom. Oui, ça c'est aussi c'est une de ses forces, c'est que il a une réputation sans faille. Et c'est ce qu'il dit, hein, la réputation, ça met des années à une bonne réputation, ça met des années à se construire et en quelques mois, tu peux tout détruire. Et lui, du fait de sa réputation, de sa capacité à bien gérer ses boîtes, à générer du cash, à être résilient et avoir une bonne structure financière, ça lui permet, dans les pires moments, de pouvoir saisir des opportunités comme en 2000-2009, même en 2020. En 2020, le cours de Berkshire a baissé et on a profité pour racheter des actions et ensuite les annuler. Donc, il y a aussi cet aspect-là, moi j'appelle ça, c'est du courage capitalistique. Donc, est-ce que son successeur va réussir à générer, à être autant résilient dans les périodes les plus compliquées et à saisir des opportunités, donc que ça soit aussi bien sur les marchés en termes actions donc des parts d'entreprises cotées et aussi racheter des actions de Berkshire au meilleur moment. Ouais. Et alors, est-ce que toi, tu considères que son approche d'investissement a changé? Parce que on théorisait beaucoup le mégot de cigare de Lynch, Munger, Benjamin Graham, évidemment, des années 60. Forcément, sa taille s'est magistralement développée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même méthodologie? Ah, ça a complètement changé parce que dans les années 60-70, quand il avait son partenariat, il faisait comme ce que nous on s'est fait avec les Dobas. Donc il a acheté des boîtes qui valaient rien, grosse trésorerie, des participations, un management peut-être qui verrouille le capital, un problème de gouvernance. Il faisait que ça, et avec des retours très importants. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il va pas s'embêter à acheter des net ou des Dobas même au Japon. Maintenant, il achète des gros trucs. Donc forcément, du fait de sa taille, il a changé. Et il faut savoir aussi qu'il a un métier. Son métier de base, c'est l'assurance, la réassurance. Donc ça, c'est des métiers qui permettent de générer beaucoup de cash et il est payé pour récupérer du cash, c'est ce qu'on appelle le float, parce que quand tu payes des primes d'assurance, l'entreprise d'assurance reçoit ta prime
et elle va la placer et potentiellement elle va payer quand il va y avoir un sinistre ou quand la police va devoir réaliser le sinistre ou le dégât qui est assuré. Donc c'est un métier qui génère beaucoup de cash et nous, à titre particulier, on n'a pas cette particularité-là. Donc ça, c'est aussi, c'est des métiers qu'il a intégrés au fur et à mesure dans Berkshire et qui lui permettent d'être résilient à travers le temps et d'avoir du capital mobilisable à tout moment quasiment. Ouais, c'est ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a vraiment joué avec cette notion de temps et c'est le fameux nom de sa biographie, l'effet boule de neige, pour accumuler du capital et faire jouer les intérêts composés. T'en parlais justement tout à l'heure en comparant un petit peu l'approche des deux basses, justement sur des actions qui sont, on va dire, dites small et mid cap. Lui s'est intéressé au Japon, mais il y a finalement assez longtemps, à la Corée aussi. Est-ce que tu peux en dire un petit mot là-dessus? Ouais, bah, on a regardé justement en préparant cette vidéo qu'il avait investi en Corée en 2004 parce qu'il comprenait pas, il regardait il regardait ses screeners, ou je sais pas des screeners qu'il utilise en 2004, je pense qu'il est toujours sur des formats papier. Quelqu'un avait dû lui envoyer des ratios, et il voyait plein d'entreprises qui étaient valorisées sous la trésorerie nette, et il a dit, bon ok, on va en acheter quelques dizaines. Donc il est parti en Corée pour ça, en Corée du Sud, hein, je précise. Donc c'est un peu la démarche que j'ai eue bah, en 2024 maintenant. Est-ce que tu es en train de faire aussi, peut-être qu'on en parlera bientôt. Donc tu es en train d'ouvrir un compte à Hong Kong pour pouvoir investir en Corée et faire un petit peu comme ce que Warren Buffett a fait en 2004. Et lui, il est allé par paquet, hein. Il a fait des dizaines et je pense qu'il était sur des mid ou des gros trucs. Et pour le Japon, lui aussi, il a vu qu'il y avait des décotes au Japon. Nous aussi, c'est ce qu'on a remarqué en 2019, 2020. Sauf que lui, il y était allé par les grosses boîtes de trading. Enfin, quand je dis trading, c'est des boîtes qui font Ouais, de, c'est pas du trading point de vue financier, mais c'est du commerce. Donc je sais plus, c'est Shoujo, Shoga, je sais plus les comment ça shoujo, s'appelle. ouais. Donc et donc, lui, il a acheté des très grosses participations dans ces boîtes. Il est monté jusqu'à 5% du capital, alors que nous, à titre particulier, on est plutôt allé sur des boîtes vraiment toutes petites, valorisées sous la très honnête, rentables, 8 fois les bénéfices, et avec de la croissance. Donc on a vu qu'il y avait une décote au Japon, mais on a essayé deux moyens différents. Ouais, complètement. Et du coup, aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui a souvent parlé du Japon, même assez récemment, il est revenu dessus en expliquant un petit peu sa démarche. Est-ce qu'aujourd'hui, il continue d'investir dans des grosses sociétés là-bas, ou il s'y intéresse un peu moins du fait de la situation, on va dire, Si, géopolitique? si, si, il fait que ça. Et mais attention, parce que lui, il a une approche qui est atypique, c'est il s'est endetté. Il s'est endetté en yens, il a émis des obligations de mémoire, c'était à 0%, donc jackpot, il a émis des obligations à 0% en yens, donc en fait il est couvert du change. Donc là il a pas eu la problématique que moi j'ai eu à titre particulier, c'est que j'ai voulu jouer entre guillemets avec les devises et je pensais que le yen était décoté et donc j'ai pris double risque action et risque de change. Lui il l'a pas pris, donc il a eu tout le potentiel de l'action des actions et sans cet effet change. Donc là aussi, tu vois, je sais pas si c'est lui ou c'est son équipe, il y a quand même ce génie où il y est allé, il n'a pas pris ce risque de change. Donc Ouais, en fait, ça va être aussi ça. il a eu son risque qui lui a été offert, en fait, parce qu'il a pris une assurance qui ne coûtait rien puisqu'il avait ses obligations à taux zéro. En plus, ça c'était à taux zéro, donc tu vois, donc il était couvert, il avait une dette en yens, il a acquis des actifs en yens, et en plus il est à 0%. Bon, ouais, ça c'était 2020. Je sais pas si on reverra ça un jour dans l'histoire, même peut-être des taux négatifs. Là, la tendance au Japon, c'est plutôt la hausse des taux quand même en ce moment. Alors, j'étais volontairement provoquant avec un double sens en disant est-ce que c'est la fin de Warren Buffett, mais quand même, beaucoup ont décrié son approche quand il a commencé à investir dans Apple, parce qu'on est très loin de la société décotée. Après, c'était une société avec un moat, une barrière à l'entrée, une marque très très importante, et ça, c'est vrai qu'il les affectionne. Il y avait encore beaucoup de choses à faire au moment où il a investi. Je crois qu'il a fait x5 sur la période. Là, il a commencé à se désengager de cette position. Comment est-ce que toi, tu as interprété ça, toi qui lis de manière assidue ce qu'il a pu écrire, parfois ses lettres annuelles, comment tu as interprété ça? En fait, Warren Buffett, c'est un peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Euh, il a toujours dit n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Moi, j'évite tout ce qui est techno, et puis derrière, tu vois, on investit dans Apple. Donc, est-ce que c'est lui? C'est toujours, moi, toujours du mal à comprendre. Est-ce que c'est lui vraiment à 100% qui y va? Est-ce que c'est ses équipes? Est-ce qu'il a voulu être 100% America First? Il aime bien investir aux États-Unis et Apple, c'est vraiment la boîte américaine par défaut. Est-ce qu'il a vu les parts de marché, les marges? Compliqué. Après, il voyait que Apple rachetait des actions, que Apple versait un dividende, c'était pas excessivement cher, grosse marge. Moi, j'ai du mal à saisir. C'est très compliqué hein, de saisir complètement la philosophie de Warren Buffett, mais
quoi qu'il en soit, Apple a été vraiment une très belle opération pour lui. À un moment, c'était vraiment la plus grosse niche, et puis c'est le cas Il avait actuellement. 40 ou Mais 45% de son portefeuille qui représentait Apple, c'était lunaire. oui, 40% de son portefeuille d'actions, attention. Parce que le patrimoine, faut pas oublier, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, Berkshire Hathaway, c'est de l'assurance, c'est plein de boîtes opérationnelles qui sont pas plus cotées, qu'il a acheté complètement. Donc, mais oui, c'était quand même significatif. Ouais, tu fais bien de le préciser, c'est un conglomérat plus qu'un gros hedge fund d'investissement parce qu'en effet, ils ont en exploitation des sociétés dans l'assurance. Euh, je reviens là-dessus parce que la fin de Berkshire Hathaway ou la fin de Warren Buffett, on est évidemment un peu provoquant en disant ça, mais malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui, on va être capable, avec cette philosophie, et je paraphrase un peu William Higgins, qui avait parlé en disant, moi, je ne comprends pas la technique ou la stratégie d'investissement de Warren Buffett, elle est illisible pour moi. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, si on n'a pas d'explication sur leur manière de faire, est-ce que leur stratégie est lisible et est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils surperforment le marché? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait, sa stratégie, elle a évolué avec le temps parce qu'il est devenu énorme. Et comme par exemple ses métiers d'assurance, il a des très bons vendeurs de polices d'assurance. C'est des gens qui savent très bien réinvestir. Donc tout ça, je pense qu'il est très bien entouré. C'est quelqu'un qui sait bien sélectionner les hommes, des gens qui sont impliqués. Même quand il rachète des entreprises à 100% qui sont cotées en bourse, généralement le manager familial qui a créé la boîte, le fondateur, il reste aux commandes pour un salaire symbolique parce que c'est le côté j'appartiens à Berkshire Hathaway, j'aime créer de la valeur. Tu vois, on est au-delà en fait du financier et du capitalisme. On est sur vraiment des aventures entrepreneuriales. Maintenant, je sais plus combien il a de cash. Il a plus de 100 milliards, 150. Tu as les chiffres enfin, c'est énorme. Il a un Ouais, pactole. je crois que c'est. Alors moi, j'avais même en tête que c'était plus important que ça, mais effectivement, c'était très important et je crois que c'était du coup placé en bon du trésor, ce qui peut être aussi une notion de risque par rapport à l'effet de la dette aux US. Mais en effet, c'est ce qui était surprenant puisque lui dit de base qu'il a envie d'être tout le temps investi. Ouais, ouais, je crois il cherche l'opportunité. Bon, ça sera très intéressant de voir ce qu'il va acheter prochainement. On peut faire quelques paris. Je sais qu'il aime bien le pétrole. Est-ce qu'il va monter dans Occidental Petroleum, Oxy? Ça, c'est une boîte dans laquelle c'est le premier actionnaire. Je crois il a peut-être 30% du capital. Il aime bien le pétrole. Est-ce il va monter là-dedans? Est-ce qu'il va continuer à investir au Japon? Je sais pas. Ça sera à suivre. Mais là, il y a un gros défi. Et il y a peut-être aussi le fait qu'il a jamais versé de dividende. Est-ce qu'il va finir par verser un dividende? Parce que finalement, il génère trop de cash et il peut plus le rallouer. À un moment, si tu veux que ton ROI soit pertinent et que tu puisses bien allouer tes capitaux, peut-être que ça fait sens de redonner une partie du capital aux actionnaires. À voir. Tout est possible, mais à mon avis, il va y avoir des choses. Il va se passer des choses. Ouais, c'est assez certain. Et alors, on me souffle dans l'oreillette. En réalité, j'ai recherché là sur Internet, on est à 347,68 milliards USD en mars 2025. Donc, il a la tête d'un beau pactole en termes de cash disponible à investir si jamais demain il y a une crise sur les marchés. Et vous savez qu'on a fait des vidéos avec Franck là-dessus. Et je trouve que c'est une bonne transition. Est-ce qu'on peut dire que Berkshire Hathaway, c'est un actif antifragile? Ça l'a été, et justement, le défi, ça l'a été dans quel sens? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le courage capitalistique. Parce qu'en moment de crise, il est capable de rallier son capital, d'acheter des actions, d'acheter des business, d'assurer des boîtes, de leur faire des prêts à des taux très importants pour les viabiliser. Et est-ce que maintenant, le nouveau CEO, il va être capable d'avoir ce courage, d'avoir cette résilience, d'aller à contre-courant du marché? Donc oui, on peut considérer que c'était une action antifragile, parce qu'elle a permis de traverser les crises et même de profiter des crises. Mais est-ce que ce sera le cas lors de la prochaine crise? Je trouve que les prochains gros mouvements de marché permettront de répondre à cette question. Ouais, le nouveau cycle, est-ce qu'ils vont être capables vraiment d'en profiter ou pas? Ben, le nouveau PDG sera capable de répondre à ça. Et pour les gens qui trouvent que Berkshire Hathaway a eu des performances exceptionnelles, mais cherchent un nouveau Berkshire Hathaway, est-ce que toi, tu as des idées ou sur d'autres marchés, il y a des mini Berkshire Hathaway? Ouais, bah, il y en a un petit peu partout. Après, tout le monde veut se revendiquer d'être le mini Berkshire Hathaway. C'est une bonne pub. On avait présenté, comme on avait fait le parallèle avec le Japon, on avait présenté Ikari. Donc le fondateur, lui, il se revendique vraiment de l'école Berkshire Hathaway. Il a investi, il a beaucoup d'actions à titre personnel de BRK. Et c'est une boîte qui investit essentiellement au Japon. Donc, autant Berkshire Hathaway, c'est un moyen d'investir intelligemment sur les USA, autant Ikari qu'on avait présenté, je pense que tu vas mettre le lien de la vidéo, permet d'investir au Japon de façon intelligente dans le sens où il investit tous ses cash flows de business résilients dans des small cap, mid ou small cap japonaises qui sont vraiment pas cher payées. Et le but du jeu, c'est de les détenir entre guillemets à vie.
Et la boîte Ikari est valorisée actuellement 10 milliards, équivalent dollars, alors que Berkshire, c'est 1000 milliards. On dit pas que Ikari, ça va valoir un jour 1000 milliards, mais à 10 milliards, on peut encore faire de la croissance et grossir, on peut saisir des opportunités, ce qui est moins évident quand on a une capi de 1000 milliards. Ouais, je renvoie, je nous fais notre auto-promo, mais sur la vidéo des baggers, évidemment, c'est plus simple de pouvoir capitaliser sur des small et mid cap. Et donc, Ikari Tsuin, la boîte dont effectivement on avait parlé, bah, pour eux, c'est plus simple sur le marché qu'ils connaissent très bien de continuer à racheter des sociétés et d'avoir cet effet capitalisant sur le long terme et donc d'avoir des TRI qui sont très très intéressants. J'ai plus exactement en tête, mais je crois qu'ils avaient fait performance annuelle de plus de 20% et qu'ils avaient un RE qui était très, très largement au-dessus de 15%. Donc, il y avait une très bonne allocation du capital chez eux. Il y aura aussi le challenge pour Ikari, mais c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est ils s'étaient beaucoup endettés à des taux très faibles, entre 0 et 1% dans les périodes fastes des 10 dernières années. Maintenant que les taux commencent à monter au Japon, cet effet de levier très bénéfique, il va commencer à se réduire, et là, il va falloir qu'ils soient vraiment des très bons sélectionneurs d'entreprises et ils allouent au mieux leur capital. Est-ce que le fait qu'il ait potentiellement changé un peu son approche, au-delà de sa taille, on va dire de passer un peu plus du deep value à du quality value, à travers d'un Apple, ça dénote pas aussi de la survalorisation des marchés actuels? Parce qu'il n'y a plus d'opportunités d'investissement comme avant. Survalorisation, je dirais, la survalorisation, tu le vois plutôt dans le fait qu'il accumule du cash. Parce que si c'était bon marché, qu'il pouvait saisir des opportunités, je pense qu'il le ferait. Donc c'est pas dans la stratégie, je dirais que parce qu'elle est contrainte par sa taille, mais c'est plutôt du fait qu'il accumule le cash. Je trouve que c'est aussi un signal de valorisation importante des marchés, ouais. Ouais, ouais, parce que ce que tu dis, c'est qu'en fait, s'il avait des net ou des vraiment des décotes très fortes, il les aurait toutes souscrites ou achetées, et que là, c'est plus le fait d'avoir, mettons, 30% de la valeur de son portefeuille d'actions qui soit quasiment en cash, montre que, bah, en fait, il n'est pas confiant dans le fait d'investir dans des boîtes qui sont pour lui survalorisées. C'est ça, ouais. Il accumulerait pas autant de cash. Après, que tu disais tout à l'heure, il met tout en bon du trésor. Bon, c'est pas un problème pour lui parce que comme son objectif c'est d'investir en dollars sur la zone américaine, le change ou la perte de valeur du potentiel dollar, ça l'impacte pas. Nous, en tant qu'Européens, peut-être, ou si t'es investisseur et que t'as une monnaie de référence hors dollar, ça pourrait être problématique. Pour lui, c'est pas le cas. Pour les gens, alors moi, on en avait parlé en off, je me suis essayé au trading quand j'avais 14 ans, ça a été absolument ridicule. Et donc, en fait, c'est partant de ça que je me suis intéressé à l'analyse fondamentale. Et il y a un bouquin qui est assez, bon, que je trouve top. Peut-être tu peux en dire un mot, qui est en fait la biographie de Warren Buffett pour tous ceux qui s'intéressent et qui n'ont pas envie d'investir dans des ETF de manière un peu classique, mais qui ont envie de trouver une histoire qui est franchement assez inspirante parce que 60 ans, 19,5% par an, c'est du jamais vu. Euh, Tu peux nous parler un petit peu de ce livre et de l'impact peut-être qu'il a eu sur toi? Ah, l'effet boule de neige, bah, je l'ai lu 2 fois, c'est un beau pavé, hein. C'est plusieurs centaines de pages, peut-être 600, plus de 600 pages. Mais c'est passionnant, t'arrives pas à décrocher du livre. Bon, il y a sa vie personnelle, après, t'accroches pas, mais c'est important d'avoir le personnage complet. Il a écrit avec une journaliste, je sais plus comment elle s'appelle. Et t'as tout son parcours, donc c'est vraiment ses débuts, l'histoire avec son père qui est un ancien courtier, etc. Jusqu'à récemment, donc la crise de 2008-2009 et tu vois comment il réagit par rapport à le fait que Berkshire Hathaway grossisse. Au départ, il a acheté une boîte de textile il a acheté sous les fonds propres, il pensait avoir fait une affaire du tonnerre, et puis tu vois que heureusement qu'il n'est pas resté là-dessus, et qu'il a bien ralloué ses cash flows, sa rencontre avec Munger, le passage plus vers du qualité, entre guillemets. Donc, ouais, pour moi, c'est un indispensable. Celui qui s'intéresse dans la sélection d'entreprises cotées, qui veut suivre son parcours, le parcours d'un investisseur de légende, lisez-le. Enfin, c'est un indispensable pour moi. Faut lire l'effet boule de neige. Et j'ai envie de rajouter probablement aussi l'investisseur intelligent, qui est évidemment une bible aussi, parce que je pense que ça donnera un corps et du caractère sur la méthodologie, on va dire, des boîtes vraiment décotées. Et c'est intéressant dans ce sens-là, parce qu'on voit que bah, finalement les gens qui suivent un process, on le rappelle constamment, et qui sont confiants finalement dans la qualité des boîtes qu'ils peuvent acheter, à un moment donné, pour citer et peut-être conclure cette vidéo là-dessus, je vais citer Warren Buffett en disant que sur le court terme, c'est une machine à voter, et sur le long terme, les marchés boursiers, c'est une machine à peser. Ouais, c'est ça. Sentiment versus réalité, etc. Vendeur de rêves, les cash flows, enfin, les Bitcoin Treasury Company. Enfin, là, on vit vraiment une période assez spéciale, hein, où tu as des single ETF, des ETF qui sont en sous-jacent une seule action,
avec parfois du levier, x2, x3, x4, long, short, enfin, waouh. Aujourd'hui, on vit une période, peut-être pas sur tout le segment de la cote, pas sur toute la bourse, mais t'as quand même quelques parties de la cote qui sont quand même bien valorisées où c'est de l'investissement storytelling. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein. Donc, faites Ouais, attention si vous aimez complètement. bien la tech. Bien sûr, il y a du potentiel, tout ce qui est IA, data center, quantique. Bien sûr, c'est les technos de demain, mais les valorisations, il y a déjà, en fait, il y a déjà on valorise déjà pas mal de choses aujourd'hui dans les marchés. Ouais, complètement. Et ça, on en parle. Bah, il y a tout un tas de vidéos où on parle de risques potentiels à venir, ou en tout cas comment se protéger à travers son portefeuille. Donc, et évidemment, ça fait partie du travail de Franck au quotidien et de nos sujets de réflexion. En tout cas, vous pourrez regarder sur les autres vidéos. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous, Warren Buffett, vous a inspiré, si vous avez déjà lu ses bouquins, et si vous voulez qu'on parle d'autres investisseurs qui ont une méthodologie orientée autour de celle des deux basses. Et pour le reste, pour les abonnés, vous pourrez retrouver évidemment tous les autres sujets sur les failles des deux passes. Franck, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci à toi, César. Ciao.